Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler d'un sujet qui questionne énormément, qui est un peu lié au podcast de la semaine dernière sur les erreurs en fait qui nous empêchent de créer une relation saine. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien plus précis puisqu'on va se demander, se questionner sur le fait qu'en étant dépendant affectif, est-ce vraiment incompatible de créer une relation saine ? Si oui, pourquoi ? Et sinon, dans quelle mesure on peut créer cette relation tout en étant dépendant affectif ? Parce que vous le savez, mon discours n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'adore nuancer. J'adore vous donner en fait plusieurs perspectives pour que vous puissiez mieux l'adapter à votre situation actuelle et comprendre qu'en fait, un seul avis n'existe pas, qu'il y a plein de possibilités de voir les choses et dans la dépendance affective, même si les mécanismes sont bien définis, on peut y poser différents regards et dans mon métier, ce qui m'importe, c'est vraiment de vous faire évoluer, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Donc, je le fais un peu point par point dans le sens où je me suis dit, ok, quelles sont les choses dont moi j'aurais eu besoin il y a quelques années quand j'étais dans la dépendance affective, qu'est-ce qui m'a véritablement manqué pour construire une relation saine et était-ce vraiment possible finalement avec mes blessures du passé ? Parce que si vous venez d'arriver ici, pour les personnes qui ne le savent pas, j'étais moi-même dépendante affective pendant une bonne partie de ma vie. Et si aujourd'hui, mon domaine de prédilection et mon domaine d'expertise est la dépendance affective, c'est bien parce que je sais exactement ce que vous traversez au niveau émotionnel, comme j'allais dire au niveau tangible quand vous êtes dans une relation. Je sais par quoi vous êtes passé et donc ça me permet de parler de la dépendance affective, du syndrome d'abandon et de tout ce que vous vivez au sein des relations avec beaucoup d'aplomb puisque je sais. Je le dis souvent mais je sais pourquoi vous ressentez ça, je sais exactement ce qui se passe dans votre corps. Donc on va démarrer par un sujet dont je parle beaucoup dans mes épisodes de podcast de manière générale. De toute façon, aujourd'hui, on va beaucoup parler, je vais beaucoup parler, mais du coup, il y aura beaucoup de sujets différents parce que, encore une fois, il y a beaucoup de nuances à apporter. Il y a des personnes qui vous diront non, quand tu es dépendant affectif, c'est impossible de créer une relation saine. Et il y a des personnes qui vous diront bah si, en fait, c'est complètement évident, mais j'ai envie de vous donner tous les aspects de la relation et de la dépendance affective et quel est son impact dans les relations et surtout comment vous allez pouvoir évoluer et créer une relation qui soit plus saine pour vous tout en essayant de faire le parcours de guérison de la dépendance affective. C'était une intro très intense, j'ai l'impression que j'avais pas mis de points dans cette intro, ce qui m'arrive souvent en fait, je me rends compte dernièrement. Mais en tout cas, on va démarrer avec cette blessure d'abandon que j'appelle aussi syndrome d'abandon d'ailleurs le plus souvent parce que forcément quand on a la blessure d'abandon on a aussi le syndrome. La différence entre les deux c'est simplement la blessure d'abandon, vous avez vécu un abandon strict qui peut se manifester par plusieurs événements. Le syndrome d'abandon c'est le corps qui vit un événement, un traumatisme comme un abandon qui n'en est pas un. Donc ça peut être extrêmement subtil, c'est pour ça que je vous dis souvent ne mettez pas votre énergie dans le pourquoi je suis comme ça, même si ça peut être important parce que ça vous permet d'avoir la prise de conscience et de vous dire en fait je suis pas complètement fou, je suis pas complètement folle, je sais qu'il y a quelque chose dans ma vie qui a fait que, mais parfois c'est tellement subtil et tellement, plongé dans l'oubli parce que le cerveau est assez fort pour nous faire oublier les choses qui nous ont fait du mal, qu'en fait on va mettre son énergie à essayer de comprendre pourquoi et je suis pas toujours sûre, attention encore une fois en fonction des événements, que savoir le pourquoi c'est vraiment le plus important. Pour moi ce qui m'importe, mais c'est pour ça que je suis coach, je suis pas encore thérapeute, que j'aime bien en fait voir surtout comment ça se passe aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place depuis des années et savoir comment les déconstruire aujourd'hui pour arriver à quelque chose de beaucoup plus sain et à déconstruire ce qui nous fait du mal. Donc ce syndrome d'abandon, il a un impact direct sur l'estime de soi. Puisque le cerveau fait le raccourci, si j'ai été abandonnée, c'est que je suis pas aimée et que je ne suis pas aimable. Donc on construit en fait une partie de sa vie sur ces croyances-là, sur le fait de penser que de toute façon, si on a été abandonné, ou en tout cas si mon corps a eu l'impression d'être abandonné, c'est parce que je ne suis pas aimable. C'est parce qu'il y avait bien des raisons qui justifiaient cet événement, et il y a bien des raisons qui justifient le fait que la personne soit partie, ou en tout cas
encore une fois, que mon corps ait eu cette impression. Donc, ça part de là. Ça part évidemment du syndrome d'abandon, mais surtout du manque d'estime de soi. C'est là le vrai lien avec les relations, parce qu'en fait, dans les relations, on va venir valider ou infirmer ces croyances-là. Donc, le cerveau a besoin d'être conforté dans sa zone de confort. La zone de confort du cerveau, quand il y a eu un syndrome d'abandon, c'est donc « je ne suis pas aimé ». C'est ce que j'ai toujours connu et donc c'est ce que je vais mettre en place comme mécanisme pour venir valider ces croyances. Le cerveau ne sait pas venir infirmer des croyances qu'on a. Donc si je pense que je ne suis pas aimé, alors je vais aller vers des personnes, vers des types de relations, vers des métiers, vers des situations qui vont venir valider cette croyance. Je sais que ça paraît fou, c'est extrêmement inconscient, mais c'est ce dont le cerveau a besoin finalement pour survivre. Parce que une fois qu'on pense qu'on n'est pas aimé, si vous voulez être dans une relation saine avec quelqu'un qui va nous aimer et nous donner, ça nous paraît complètement fou, ça nous crée une situation d'inconfort qu'on ne sait pas gérer, donc on va s'en éloigner. Donc en fait, tout part de là. J'ai une mauvaise estime de moi-même, donc je vais aller vers des relations qui sont toxiques parce que ces relations-là vont venir valider le fait que je ne suis pas aimable. Même si rationnellement on va se dire je sais que je ne mérite pas ça, bien sûr que j'ai envie d'être dans une relation où quelqu'un m'aime. Surtout quand on a un syndrome d'abandon, on a un fort besoin d'être aimé, ce qui m'amène au second point. Dans le sens où quand on a une faible estime de nous-mêmes, c'est là toute l'ambivalence, mais j'irais même jusqu'à dire le paradoxe de la dépendance affective, c'est que on a un fort besoin d'être aimé, un fort besoin de validation de l'autre, et pourtant, on va aller vers tout ce qui nous éloigne de ça. Parce que on a besoin d'être aimé parce que notre corps a besoin de retrouver cet amour, a besoin d'affection, on a besoin du regard de l'autre pour se sentir aimé, parce qu'en fait on n'arrive pas à le faire nous-mêmes parce qu'on a tellement bâti notre estime de nous-mêmes, mais là c'est même carrément c'est un désamour de soi sur le fait qu'on n'était pas aimable et que de toute façon il n'y avait aucune raison pour que les gens nous aiment, qu'on va le chercher à l'extérieur de nous. Mais inconsciemment, le corps va nous pousser donc vers ces relations toxiques, avec un fort besoin d'être aimé. On se dirige toujours vers les mauvaises personnes. Ce deuxième point, c'est en fait une chose que j'aurais vraiment aimé savoir, mais je ne pouvais pas la savoir sans m'aimer moi-même, c'est que le regard de la personne avec qui je suis, que je fréquente, que j'aime, etc., ne définit pas ma valeur. Dans le sens où, on le sait tous, généralement, quand on se sent aimé, on a l'impression d'être la 8e merveille du monde. Tout d'un coup, dans le regard de l'autre, on sent qu'on a de la valeur. Le problème là-dedans, même si, attention, parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord, c'est important d'être avec une personne quand même qui vienne nous soutenir dans nos insécurités. Et donc, quand on a du mal à s'aimer, c'est quand même bon pour nous d'avoir une personne qui vienne pointer du doigt tout ce qu'on est et qu'on a de bien en nous et de beau en nous pour qu'on puisse enfin en prendre conscience. Sauf que, quand on a une très mauvaise estime de soi, on est incapable de recevoir cet amour. Et pour en revenir au premier point, c'est ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à construire des relations saines. Parce que, au-delà du fait qu'on a une faible estime de soi, et donc qu'on est incapable de voir et de comprendre pourquoi une personne est à nos côtés, pourquoi une personne est avec nous, et là, je vous demande vraiment, et je pense déjà que vous êtes en train d'y penser, combien de fois vous étiez en couple avec une personne, ou en tout cas, vous fréquentiez une personne, et vous êtes dit, franchement, je ne sais pas ce qu'il fait avec moi. Lui, il est tellement merveilleux, ou elle est tellement merveilleuse, et moi, je suis tellement naze à côté, je ne mérite pas cette personne. Parce qu'en fait, on n'est absolument pas conscient de notre propre valeur. Donc, on va la chercher dans le regard de l'autre. Mais paradoxalement, on est incapable de recevoir. Et ça, c'est un sujet que j'aborde énormément en coaching, c'est d'apprendre à recevoir. Parce que ça passe par des petites choses. Ça passe par recevoir des compliments. Posez-vous la question, comment je me sens quand on me fait un compliment ? On est toujours dans le rejet de ça. Et ça, c'est presque... C'est instantané, c'est un mécanisme qui est là. Moi, je me souviens, j'étais incapable de dire merci si on me disait que j'étais jolie ou si on me faisait un compliment de manière générale. J'étais incapable de recevoir ça. En fait, avant le merci, parce que quand même, j'avais été bien élevée
et j'étais polie, je levais les yeux au ciel et dans ma tête je me disais mais n'importe quoi, enfin vraiment la personne elle me dit ça mais elle le pense pas du tout, parce qu'en fait pour moi c'était impossible qu'on puisse penser que j'étais belle ou que j'étais intelligente ou que j'étais drôle enfin en fait vraiment je ne comprenais pas pourquoi les personnes étaient à mes côtés. Et c'est ce qui se passe sûrement pour vous, c'est qu'en fait on ne comprend pas pourquoi les gens nous aiment ou pourquoi les gens pourraient nous aimer. Ce qui fait que, du coup, on va vers des personnes qui vont mal nous aimer parce que ça va venir valider ça. Et en plus de ça, et ça je sais encore une fois que ça confronte les gens, c'est tellement plus facile pour nous d'aller vers ce qu'on connaît, même si c'est douloureux. Et ça, je le dis en connaissance de cause. J'allais vers des mecs qui étaient toxiques pour moi parce que de toute façon, je savais comment ça allait finir. Je savais parce que j'avais déjà vécu ça. J'avais connu cette souffrance-là, je savais exactement quel était le mécanisme, dans quel délai limite. Donc, prêtez attention à la valeur que vous vous donnez avant de rentrer dans une relation. Parce que sinon, vous allez la chercher dans le regard de l'autre, et le jour où ça se termine, la personne, elle part avec votre valeur. Donc, c'est bien d'être avec une personne qui va vous élever, mais c'est encore mieux d'apprendre à reconnaître ses propres qualités, à reconnaître qui on est et pour comprendre enfin pourquoi une personne est et reste à nos côtés. Mais la vraie question derrière ça, et ça je pense que ça va être une des questions plus importantes de cet épisode, on entend souvent « aime-toi d'abord, sinon tu ne pourras jamais être aimé par quelqu'un ». Je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord parce que on est aimé. Enfin, quand même, je n'ai pas rencontré de personne encore dans le monde qui est détestée par tout le monde, qui est si peu entourée parce que c'est une personne exécrable. Alors peut-être que j'ai de la chance de tomber sur des gens merveilleux, mais je ne crois pas. En fait, ce qui va être important ici, c'est de reconnaître sa valeur. Et pour ça, pour que ça fonctionne dans les relations de couple, parce que je sais que c'est ce dont on parle en priorité et que 99% des gens qui m'écoutent sont là aussi pour ça, ce qui va nous aider, c'est aussi le regard de nos proches. Si on a des amis, c'est bien pour une raison, et je parle de véritable amitié. C'est bien pour une raison, c'est que les gens aiment être en notre compagnie, c'est qu'on nourrit les gens d'une certaine manière, donc quand vous doutez de qui vous êtes, commencez par les gens qui sont autour de vous. La famille, c'est toujours plus difficile parce que on est dans une société où on grandit avec le fait que notre famille nous aime par défaut. C'est-à-dire, on est arrivé là, mes frères et mes sœurs, en gros, ils n'ont pas le choix. Alors que c'est faux, d'ailleurs. Heureusement qu'on peut rompre des liens familiaux quand ils sont toxiques pour nous. Donc du coup, nos amis, on se dit, allez, c'est la famille que j'ai choisie, qui visiblement m'a choisi aussi, donc on peut commencer par là. Moi, ça m'a beaucoup aidé de demander aux personnes de mon entourage pourquoi ils m'aimaient. Dans des périodes où je n'en avais aucune idée. Et là, quand je le dis, je me dis, mais c'est fou quand même d'avoir aucune conscience de pourquoi les gens sont autour de moi. Est-ce qu'on peut se rendre compte, là, pendant quelques secondes, à quel point on est dur envers nous-mêmes? C'est-à-dire qu'on se pose la question. On se pose la question de pourquoi les gens nous aiment, pourquoi les gens sont autour de nous. À quel point on ne se considère pas quand on se pose cette question-là. À quel point on n'a aucune conscience de notre valeur. Donc, en fait, le premier travail, c'est celui-là. C'est que pour moi, c'est pas incompatible d'être encore, on va dire, dans la dépendance affective et de construire une relation saine, mais il faut que le travail du self-love, du fait d'apprendre à s'aimer, soit déjà un peu amorcé. Parce qu'en fait, c'est ce qui crée, en fait, c'est vraiment le miroir de vos relations. C'est le miroir, pas de la relation elle-même ou de la personne en face. Parce que moi, je crois pas non plus que les personnes qu'on a fréquentées et qui nous ont fait du mal quand on est dans la dépendance affective soient absolument des mauvaises personnes. Mais je pense que le fait qu'on ne s'aime pas et qu'on mette pas de cadre dans la relation fait qu'on souffre à la fin et donc on pense que la personne s'est mal comportée avec nous. Parfois, c'est le cas, qu'on soit bien clair. Mais c'est pas incompatible. En fait, les relations sont vraiment le miroir de ce qu'on pense de nous. C'est-à-dire, en fait, si on met aucune limite, la personne va aller bien au-delà de
nos limites qu'on n'a pas posées. Et donc là, on va se sentir complètement inconsidéré, on va avoir l'impression qu'on s'en fout de nous, qu'on s'en fout de nos sentiments et ça va pas nous aider à construire notre estime de nous-mêmes. Par contre, si on arrive dans une relation en sachant exactement ce qu'on met sur la table dans la relation, pourquoi on est là, de quelle manière on nourrit à la fois la relation, l'autre, nous-mêmes dans la relation, forcément le choix de nos partenaires va être différent. Et ça m'amène au point d'après. Si on apprend à s'aimer, on va mieux choisir ses partenaires. Donc, c'est pas impossible d'avoir des relations qui soient quand même assez saines alors qu'on est dans la dépendance affective, mais il faut quand même avoir entamé un travail sur l'estime de soi. Parce que sinon, on va aller vers des relations qui vont être le reflet de ce qu'on pense de soi. Quand on commence à apprendre à s'aimer, et ça c'est un truc que je vois mais très clairement avec mes clients de manière générale, c'est quand ils commencent à prendre conscience de qui ils sont, de ce qu'ils veulent, de ce qui est important pour eux, de ce qu'ils méritent, alors ils choisissent des partenaires qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore sortis de la dépendance affective. C'est pour ça que c'est là que je vous dis, j'ai des clients qui commencent à construire des relations qui sont plus saines pour eux qu'avant. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais c'est déjà un grand pas. Mais qui sont encore dans la dépendance affective. Par contre, ils choisissent mieux leur partenaire. C'est moins douloureux. Ils se rendent plus vite compte de ce qui leur convient ou ce qui leur convient pas. Ils arrivent à partir d'une relation qui est toxique pour eux. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire passer du tout au tout mes clients. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux mettre en place avec ce qui me compose aujourd'hui pour que ça puisse durer sur le long terme. Parce que des clients qui ont une mauvaise estime d'eux, à qui je demande d'aller vers des partenaires qui vont leur donner beaucoup, qui sont prêts à construire, etc., en fait, ça va les insécuriser parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi la personne est là et ils vont être dans un mécanisme d'auto-sabotage. Et ça, c'est pas OK. Donc du coup, ce qui est important, c'est le chemin. Si on commence à apprendre à s'aimer, si on commence à prendre conscience de sa valeur, si on commence à définir et à construire son cadre relationnel, alors on va mieux choisir ses partenaires. On va aller vers des partenaires qui sont différents. Petit à petit, qui vont être moins toxiques, qui vont être plus gentils, qui vont vouloir nous donner, qui vont être plus attentionnés. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que c'est parfait ? Non. Mais ce qui compte, c'est le chemin. C'est qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant, que je commence au moins à faire les premiers pas, que je commence à réussir à observer mes mécanismes relationnels, si je commence à aller vers des choses qui sont moins dysfonctionnelles. Donc, c'est hyper important de ne pas croire que c'est impossible et incompatible de créer une relation saine quand on est dépendant affectif. Mais il faut aussi être conscient de l'impact que cette dépendance affective va avoir dans la relation. Et c'est là que j'arrive à mon point suivant. C'est-à-dire que oui, c'est possible, mais une personne qui est dépendante affective ou qui a été même dépendante affective, et je m'inclus dedans, a besoin d'un énorme cadre relationnel pour différentes raisons. Quand on est dans la dépendance affective, on a besoin d'apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer. Une fois qu'on se connaît, on sait déjà un peu mieux ce qu'on veut dans une relation. Mais ça évolue aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je veux aujourd'hui dans une relation, ce sera peut-être pas la même chose dans 10 ou 15 ans. Ça se réajuste, ça ne veut pas dire que je change de partenaire, ça veut dire que ça se réajuste avec le partenaire. Et on voit si nos besoins, à ce moment-là, sont compatibles. Donc, le cadre relationnel est extrêmement important. Plus on se connaît, mieux on arrive à définir son cadre relationnel. Plus on expérimente une relation, mieux on arrive à faire évoluer notre cadre relationnel. Mais un cadre relationnel, c'est quoi ? Le cadre relationnel, c'est ce qui va composer vos limites, c'est-à-dire les no-go dans une relation, ce que je ne peux pas accepter, mes limites qui sont flexibles, ça je parle de choses, attention, parce que là je sais qu'il y en a qui s'emballent là, sur la flexibilité, non, il y a vraiment des no-go, des choses sur lesquelles on ne passe pas, que ce soit en termes de valeur, en termes de comportement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas déroger. Mais il y a aussi ce qui va être un peu flexible, c'est-à-dire, j'en sais rien moi, je voulais un homme qui soit extrêmement grand. Finalement, il ne l'est pas. L'homme a tout, mais pas ça. Je pense que c'est une limite qui peut être flexible. Ou il y a certaines personnes pour qui la limite, ça va être, je veux pas changer de région. Mais pas de bol, ou heureusement, je ne sais pas, on rencontre une personne qui vit à l'autre bout de la France, par exemple. Est-ce que vraiment c'est une limite qui est flexible ou pas ?
ça dépend de vous. En fait, il n'y a personne qui peut définir à votre place votre cadre relationnel. Et votre cadre relationnel, plus vous allez apprendre à vous aimer, plus il va s'ajuster, plus il va s'affiner. Il y avait des choses que vous acceptiez avant, que vous n'accepteriez plus maintenant. Mais c'est ok de ne pas être conscient aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne sont pas hyper saines pour vous. Moi, je suis ok pour le chemin, je suis ok pour le processus. Le tout, c'est vraiment de se poser et de se dire, mais en fait, je veux quoi dans une relation ? Et une fois que le cadre relationnel est posé, alors on peut choisir un partenaire qui rentre dans ce cadre. Mais pour ça, et ça, je trouve ça hyper important parce que je me rends compte que c'est un vrai sujet dans mes coachings. Une fois qu'on a son cadre relationnel, pourquoi on a tant de difficultés à le dire ? Pourquoi on a tant de difficultés à en parler ? Pour la simple et bonne raison qu'on a encore peur de faire fuir la personne. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça ? Quand vous avez peur de faire fuir quelqu'un, vous êtes déjà en train de baisser vos standards. Ça veut dire, je ne vais pas te dire que c'est important pour moi d'avoir des enfants, de me marier, de vivre dans ma région, parce que j'ai peur que tu partes. Parce que j'ai peur que tu ne sois pas d'accord avec mes standards et j'ai peur que tu t'en ailles. Mais ça, c'est déjà pas sain. Ni pour vous, ni pour l'autre. Parce que ça veut dire que, quelque part, vous vous mentez à vous-même et en plus, vous mentez à la personne qui est en face de vous. Parce que la personne qui est en face de vous, c'est son droit le plus strict de se dire « Non, je ne peux pas répondre à ce besoin ». C'est même son devoir de se dire à elle-même « Non, je ne peux pas répondre à ce besoin ». Ça lui permet d'être plus honnête envers vous-même. Quand vous êtes en train de baisser vos standards, quand vous êtes en train de taire vos besoins, vous êtes déjà en train de vous mentir et vous êtes déjà en train de construire la relation sur des mensonges. Et ça mène forcément à la frustration et à la souffrance. Parce que 6 mois après, quand vous avez rien dit, quand vous n'avez rien dit sur vos besoins et que 6 mois après, vous pétez les plombs parce que vous avez besoin de plus avec la personne, bah forcément, il y a de la souffrance parce que l'autre va vous dire « Mais ça, tu ne l'avais pas dit au départ. Cette limite, elle n'avait pas été posée. » Et ça, c'était pas du tout ce qu'on s'était dit pour construire notre relation. Donc, si vous voulez une relation saine, il faut être en paix dès le début avec ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Bien sûr que ça peut évoluer et heureusement. Et une personne peut vous convenir pendant 6 mois, 1 an, 10 ans et ne plus vous convenir ensuite. Vous convenir, c'est pas le bon mot. Correspondre. Elle peut ne plus vous correspondre ensuite parce que, mais heureusement, on change, on évolue. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, si une personne souhaite partir, mais je vais la laisser partir en fait. Je vais pas la retenir. Parce que je n'ai pas, déjà pour moi-même, je n'ai pas à lui prouver à quel point c'est génial d'être avec moi. Mais surtout, je me dois de respecter ses propres besoins. Je me dois de respecter la personne avec qui je suis ou avec qui j'étais parce que elle sera mieux sans moi. Et même si c'est difficile à accepter, c'est une réalité. Moi, j'aimerais pas vouloir quitter une relation et que la personne, elle me fasse culpabiliser de ce choix-là alors que je suis en train de me choisir. Donc, c'est important de construire sa relation. Et si vous êtes dans la dépendance affective, c'est déjà le cas si vous n'êtes pas dépendant affectif du tout, mais c'est encore plus important quand vous êtes dans la dépendance affective d'avoir un cadre relationnel. Alors, à certaines périodes, vous allez être plus ou moins rigide. Moi, c'est mon cas, je l'admets. Je sais que j'ai tellement été dans la dépendance affective, j'ai tellement mis de temps à sortir de ça, à apprendre à me connaître, à apprendre à m'aimer, à construire la relation la plus saine que j'ai vécue, que j'avoue, parfois, il y a des choses que je ne laisse pas passer. J'ai du mal à être flexible parce que j'ai tellement peur de retomber dans mes travers alors que je sais que j'en suis sortie. Mais j'ai tellement peur de redécouvrir tout d'un coup qu'il y a des mécanismes qui sont encore là. J'ai du mal parfois à faire confiance à la version que je suis. Mais du coup, je ne laisse pas passer les choses. Mais quelque part, je décide d'être cette personne. C'est-à-dire qu'en ce moment, je préfère être cette personne le temps que je construise ma confiance et que je consolide ça et que je me dise « Ok, là, c'est bon, tu peux lâcher prise parce que ça y est, tu n'es plus dans la dépendance affective et tu peux laisser derrière toi cette version de toi. » J'ai besoin d'être un peu dure, exigeante envers moi, exigeante envers l'autre. Donc, quand on pose son cadre relationnel, on a l'impression au début qu'on s'impose à l'autre. On a l'impression qu'on est chiante. Ça, mes clientes surtout, me le disent beaucoup. C'est-à-dire, mais t'as pas l'impression que tu vas être chiante si tu poses tes limites ?
Mais toi, t'as pas l'impression que tu vas souffrir si tu les poses pas? T'as pas l'impression que tu te fais marcher dessus, que tu es en train de bafouer les valeurs qui sont importantes pour toi? Comment tu peux construire une relation sur un socle qui n'est même pas en adéquation avec qui tu es, avec ce qui est important pour toi? Donc oui, ça fait chier parce qu'on est dans un monde où on a l'impression, je dis bien qu'on a l'impression que c'est difficile de rencontrer quelqu'un de bien, avec qui on s'entend bien, avec qui on a les mêmes valeurs. Mais n'est-ce pas plus important de prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un et ensuite de décider si oui, cette personne, elle correspond à ce qu'on veut dans une relation? Pour être très honnête, aujourd'hui, je suis dans une relation qui est saine, avec qui il y a énormément de communication. Il y a aussi énormément d'ajustements parce qu'on arrive tous les deux avec nos bagages émotionnels, nos insécurités, les choses sur lesquelles on ne veut pas déroger parce qu'on est là tous les deux avec nos limites. Bien sûr que ça demande de la communication, ça demande du temps parce qu'on a tous les deux un passif émotionnel et relationnel qui est un peu lourd. Mais c'est ok. Ça ne veut pas dire que c'est tout beau tout rose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des ajustements à faire dans quelques mois ou dans quelques années. Bien sûr que si. Et pourtant, je suis avec une personne qui est saine, qui est profondément gentille, qui est incroyablement merveilleux, mais on est là avec nos histoires respectives. Donc, même comme ça, même en mettant un cadre relationnel, et je peux vous dire que ça fait 4 ans que je fais ce métier, que j'ai plusieurs années de thérapie derrière moi, donc mon cadre relationnel, il est bétonné. Mais même comme ça, je vais avoir des surprises. Même comme ça, je me redécouvre dans la relation de couple. Parce qu'il y a aussi ça. En fonction de la personne avec qui vous êtes, moi par exemple, je découvre ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. Et ben, je peux vous dire que j'apprends encore à me connaître. Je découvre encore des parts de moi. Et c'est totalement ok. J'essaye de faire la paix avec, d'accepter et de quoi cette part de moi a besoin pour être épanouie. Donc oui, peut-être que c'est plus difficile pour une personne qui est ou a été dépendante affective de construire une relation saine parce que ça demande plus d'introspection, ça demande plus de travail de guérison. Mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas incompatible. Et plus vous allez vous faire accompagner, plus vous allez cadrer quelle est votre relation on va dire idéal avec des gros guillemets. En tout cas, plus vous allez déterminer quel est votre cadre relationnel et mieux vous allez choisir vos partenaires. Mieux vous allez choisir vos partenaires, plus vous allez vous sentir sereine, plus vous aurez de l'espace pour mieux vivre vos relations et vos émotions. Ce qui est intéressant aussi, c'est finalement tout ce travail-là d'introspection, du fait de gérer ses émotions, du fait d'apprendre à connaître son cadre relationnel. Il est essentiel ce travail parce qu'il vous permet énormément de choses. Finalement, on se rend compte que c'est un cercle vertueux quand on démarre. Je démarre en voulant guérir de la dépendance affective, en voulant avoir une meilleure estime de moi-même, en voulant guérir ma blessure ou mon syndrome d'abandon. De cette manière-là, je vais moins attendre la validation extérieure. Donc, je vais me sentir plus sereine. Je vais faire plus de choses pour moi. Je vais apprendre à m'aimer. Donc, je vais mieux choisir mes partenaires. Une fois que j'ai mieux choisi mes partenaires, je peux cadrer ma relation et inversement d'ailleurs. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, je peux construire cette relation saine. Et une fois que je suis dans cette relation quand même assez saine, bien sûr qu'il y a mes insécurités qui me reviennent au visage. Bien sûr que la relation, elle met en exergue absolument toutes les choses qu'on a besoin de guérir. Sauf que maintenant que je me sens sereine, parce que je connais mes valeurs, je connais mes besoins, je connais mes envies dans une relation, j'ai l'espace nécessaire pour m'observer. Je suis plus polluée par toutes ces pensées obsessionnelles qu'on peut avoir quand on est dans la dépendance affective. Je ne suis plus que concentrée sur l'autre, sur ce qu'on va penser de moi, sur ce stress total, sur cette frustration, sur cette souffrance en fonction de ce que vous vivez et où vous en êtes dans vos relations. On va en fait de mieux en mieux se connaître,
Donc finalement, là où je voulais en venir avec ce cercle vertueux, c'est qu'une fois qu'on arrive à construire une relation saine, ça veut pas dire qu'on est en couple, ça veut pas dire forcément qu'on a quelqu'un dans notre vie, mais on a appris quels étaient nos mécanismes et comment on pouvait arriver à cette relation saine. Une fois qu'on a l'espace nécessaire parce qu'on se sent plus serein, alors on a l'espace nécessaire de guérir de la dépendance affective. Et donc, encore une fois, le cercle se répète, de mieux s'aimer, de ne pas attendre que les autres définissent notre valeur. Donc, de se demander énormément de ressources, parce que ça, je vous le dis, ça demande énormément de ressources, de s'aimer. Et donc, de mieux choisir des partenaires encore plus, qui nous correspondent encore mieux petit à petit. Et donc de construire des relations de plus en plus saines. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on ne fait pas ce travail sur soi, on fait le travail à l'envers. C'est-à-dire qu'on pense que la dépendance affective, c'est notre schéma relationnel et dysfonctionnel, on reste dedans. Et du coup, on va dans des relations toxiques qui viennent valider le fait qu'on n'est pas aimable. Et vu qu'on ne se sent pas aimable ni aimé, alors on retourne dans des relations toxiques, etc., etc. Donc ça, c'est le propre de la blessure d'abandon, c'est le propre de la dépendance affective. Non, ce n'est pas incompatible, mais évidemment, il y a des choses à nuancer si vous êtes dans la dépendance affective et que vous voulez construire une relation saine. Encore une fois, ça dépend de là où vous en êtes, ça dépend de votre vécu, ça dépend de votre histoire, ça dépend des traumatismes, des stress post-traumatiques que vous vivez encore aujourd'hui. Bref, il y a beaucoup de choses à aller voir et c'est pour ça que je ne cesserai jamais, jamais, jamais de vous dire faites-vous accompagner. Aujourd'hui, en fonction de là où vous en êtes et encore une fois en fonction de votre histoire, vous avez peut-être besoin de faire une psychothérapie. Il y a des personnes pour qui l'hypnose va énormément aider et il y a des personnes qui viendront se faire aider par une personne comme moi, par des coachs qui seront en mesure de vous accompagner. La seule chose à laquelle je voulais que vous prêtiez attention, et j'en ai fait une story sur Instagram il y a quelques temps, c'est vraiment de bien choisir la personne qui vous accompagne. Je sais que c'est difficile, aujourd'hui on est dans un monde où il y a tellement de coachs, tellement de thérapeutes que c'est difficile de savoir quelle est la bonne méthode et ce qui vous convient. Donc les seuls conseils que je peux vous donner, c'est vraiment la première chose, c'est le feeling. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous sentiez en confiance, il faut que la personne crée cet environnement qui soit bienveillant et que vous ayez le sentiment que vous puissiez tout dire sans jugement. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à douter de ce que vous pouvez dire ou pas, vous ne pourrez pas faire le travail en profondeur. Ça va limiter le travail. Ensuite, la deuxième chose, et ça reste un conseil évidemment qui m'est propre, c'est que je pense qu'il y a quelques années, moi j'aurais eu besoin de me sentir comprise. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui viennent travailler avec moi en me disant que les spécialistes qu'elles ont vus précédemment ne comprenaient pas ce que c'était la dépendance affective ou minimisaient ce qu'on ressentait alors qu'on était dépendant affectif. Et je crois que c'est important quand même de bien faire attention qu'une personne connaisse son sujet. N'allez pas voir n'importe qui parce que la personne elle a 100 000 abonnés sur Instagram. Je vois un ramassis de conneries à ce sujet, des choses qui sont dangereuses. N'oubliez pas que la dépendance affective, c'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment un trouble, c'est une problématique qui fait partie de votre santé mentale. Et votre santé mentale, c'est la base pour vous sentir bien. Donc, faites attention à ça. Et si jamais, n'hésitez pas à faire des appels qui sont gratuits, à contacter les personnes pour voir comment vous vous sentez. Moi, je propose un appel découverte de 30 minutes. Ça me permet d'échanger avec vous. Ça me permet de connaître votre histoire et de savoir si je peux ou non vous accompagner parce que ça m'arrive de vous renvoyer vers d'autres professionnels parce qu'en fait, on n'est pas là pour gagner de l'argent sur la détresse des gens. On est là pour les aider et les accompagner. Mais malheureusement, comme partout, il faut faire attention à qui vous accordez votre confiance. Bref, c'était le petit message de la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. N'hésitez pas à noter le podcast, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, oria.coaching. Et je vous retrouve très vite avec tout mon amour, toujours.